Salam alaikum wa rahmatullah. Azul, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Sans Détour. Sans Détour aujourd'hui où nous allons parler des choix stratégiques de l'Algérie, soit stratégiques, politiques, économiques. Pour ce faire, nous avons invité deux invités, à savoir Monsieur Dr Anwar Haddam, président du Parti Liberté et Justice à partir de New York, et Monsieur Hussein Malti, ancien cadre de Sonatrach et auteur de l'histoire secrète du pétrole algérien. Nous allons parler politique et économie ce soir. J'aimerais juste commencer par dire à Rabbi Yarham Shuhada, nous sommes le 10 mai. Rabbi Yarham Shuhada, ceux qui sont aussi tombés à Sétif, Saal Bouzid, le premier martyr, Rabbi Yarhamhum tous. Monsieur Dr Anwar Haddam, bienvenue parmi nous dans ce numéro de Sans Détour. Est-ce que vous pensez que la réélection du clan Bouteflika est un message fort et clair à vous, l'opposition à l'étranger, la mouvance islamiste? Est-ce que vous considérez que votre position à l'étranger va encore durer quelques années avec la réélection de Bouteflika pour un 4e mandat? Salam alaikum, bonjour, merci pour cette invitation. Cette élection, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas parler franchement d'élection, étant donné qu'elle n'avait aucun des éléments qu'on pourrait dire qu'il y avait des élections libres et indépendantes. Mais le fait que le président Bouteflika a été réélu entre guillemets, bien sûr, elle engage toute l'Algérie dans un nouveau cycle dont on ne connaît pas les contours. Ça va être vraiment difficile. Comment imaginer une Algérie sans institution constitutionnelle, sans parlement dûment élu, sans présidence dûment élue? Et ça aura des implications qui sont très difficiles. Il ne s'agit pas de ma personne ou de ceux qui ont été empêchés d'entrer au pays, mais c'est de tout le peuple algérien qui vit dans cette prison et qui vit sous le joug de ces affairistes, entre guillemets, mais qui devient vraiment un problème non seulement pour l'Algérie. Ce pouvoir en place en Algérie devient un problème non seulement pour l'Algérie, mais pour toute la région. Et pour tous les efforts pour essayer d'avoir une union maghrébine qui soit intégrée économiquement et du point de vue sécuritaire. Donc on pourra peut-être en parler beaucoup plus. Oui. Alors, les masques sont tombés, la réélection d'un homme malade et vieillissant, c'est la victoire de cette mafia politico-financière qui gère le pays depuis plusieurs années. Est-ce que c'est la consécration de cette mafia politico-financière? Ne pensez-vous pas que l'opposition est affaiblie plus qu'à aucun moment? Est-ce que vous estimez que maintenant, malgré la présence de ce nouveau souffle démocratique dans ce paysage politique algérien, est-ce que vous estimez que les jeux sont faits et que cette mafia politico-financière est plus puissante que jamais? Non, au fait, le fait qu'ils n'ont pas trouvé un autre candidat, les décideurs en guillemets, ceux dont on veut les appeler les décideurs, ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur un autre candidat qui pourrait rester et qui pourra vraiment faire de jeu de façade. Cela prouve que c'est le début de la fin de ce pouvoir en place à Alger. Nous n'avons aucun doute pour ça. Et d'ailleurs, le problème est beaucoup plus important parce qu'il y a, par exemple, il y a un article d'hier de Robert Fisk dans l'Independent. Il parlait justement de ces apparences de démocratie dans les pays comme le nôtre, en Algérie, les pays sous le joug dictatorial, ne sont faites actuellement uniquement enough to secure pour essayer d'avoir le soutien des puissances étrangères. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que avec toute la rente pétrolière, on voit bien peut-être, monsieur, il pourra parler beaucoup plus sur ce sujet-là. C'est l'économie de rente va continuer au détriment des intérêts stratégiques de notre peuple. Un pouvoir où ces affairistes, comme vous les avez appelés, ne seront certainement pas, après une quinzaine d'années maintenant, sous le joug de Bouteflika et son équipe, ils ne vont pas se transformer du jour au lendemain
ont des hommes économiques qui pensent réellement à établir une économie de production qui sera favorable et dont le peuple algérien tout entier en profitera. Ça va être le contenu business as usual. Et ça, c'est pas un bon signe pour eux, pour nous. Mais c'est le fait qu'ils ne sont pas mis d'accord sur une nouvelle façade. Ça prouve que c'est le début de la fin de ce pouvoir. Donc, il faut se préparer. Il faut que l'opposition se prenne en charge. Il faut parce que le pouvoir en place, c'est quoi? Le pouvoir, c'est ceux qui sont à la tête, aux commandes, et aussi cette opposition officielle. Il faut changer le tout. Il faut qu'il y ait une nouvelle irada siyasiya wataniya. Il faut qu'il y ait un consensus national, une volonté politique pour qu'il y ait un véritable changement. Et ce que nous essayons de faire, nous, au sein de l'Alliance nationale pour le changement. Très bien. Permettez-moi, monsieur Dr Anwar, de faire participer monsieur Houssine Malti. Houssine Malti, bienvenue parmi nous dans ce nouveau numéro de Son Détour. Vous étiez un jeune ingénieur lors de la nationalisation du pétrole algérien par le président Boumediene Rabbi Yarhamou. Pensiez-vous ce jour-là, lorsque vous avez débarqué à Hassi Messoud, cette vache laitière qui est devenue cette base pétrolière, pensez-vous ce jour-là que 50 ans plus tard, l'Algérie deviendrait une économie de rente comme celle que nous vivons actuellement? On a perdu Houssine Malti. Je reviens à vous, docteur Anwar. Il est clair maintenant, aux yeux de tous, qu'il n'y a pas de stratégie économique en Algérie. Le seul choix qui s'offre à nous maintenant, c'est qu'il y ait une nouvelle coalition politique pour faire face à cette déferlante de mafia politique qui est en train de s'instaurer en Algérie depuis l'arrivée au pouvoir de M. Abdelaziz Bouteflika. Tous les indices sont au rouge. Quand il s'agit d'économie, il n'y a pas, lorsqu'on parle économie en Algérie, on parle exclusivement de rente pétrolière. Tout ce qui est économie réelle, créatrice de richesse en Algérie n'existe pas. Mais M. Bouteflika continue à prêter de l'argent au FMI. Il brade les richesses du pays et son sous-sol à des sous-associés pour faire enrichir encore sa caste et ces gens qui l'entourent. N'estimez-vous pas que l'Algérie est arrivée à un point de non-retour et que maintenant, coalition ou pas, politique ou pas, il est grand temps que le peuple algérien réagisse? Bien sûr, enfin, il faut bien comprendre ce qui se passe aussi. Il y a, comme on dit, le paramètre majeur de l'économie algérienne est là. Et c'est malheureux, c'est que 98% des exportations algériennes proviennent des hydrocarbures. Alors qu'on aurait pu avoir une économie sinon plus grande que celle des économies des hydrocarbures, si on avait fait une économie basée sur les dérivatifs de ces hydrocarbures, au lieu de uniquement les vendre à l'étranger. Donc, il y a ce paramètre qui est très, très grave. Donc, on a pu accumuler un certain nombre d'argent, un certain nombre comme on dit, presque 200 milliards selon le FMI, 190 milliards selon la banque algérienne. D'ailleurs, ils sont pas. Et en plus de ça, nous avons, il faut ajouter les 170 et quelque chose, 173 tonnes d'or. Et d'autant plus que le PIB est à 188 dollars uniquement, milliards de dollars en 2012. Et il y a aussi autre chose qui est très grave, c'est le fait que nous exportons entre 70 et 75% des besoins des ménages, alors que l'Algérie, c'est un pays agricole. Donc, comme vous l'avez bien dit, la situation est vraiment au rouge et on ne peut pas, avec les mêmes bêtises, avoir quelque chose de mieux, avec les mêmes personnes qui ont dilapidé les richesses nationales, qui ont bradé la sécurité nationale, qui ont bradé le peuple algérien. On s'imagine du jour au lendemain, ils vont changer, ils vont avoir une économie de production, une économie qui nous permettra de reprendre notre place en tant que pays et utiliser notre position géostratégique pour essayer d'avoir vraiment et pour défendre les intérêts de tous les peuples de la région.
Parce que maintenant... Merci, docteur Anwar. Je profite de l'occasion du retour de M. Hussein Malti. Monsieur Malti, bienvenue encore une fois parmi nous dans ce numéro de Son Détour. Vous étiez un jeune ingénieur lors de la nationalisation du pétrole algérien. Vous étiez parmi ces ingénieurs-là euphoriques qui ont tout laissé pour venir rendre service au pays. Est-ce qu'à ce moment-là, lorsque vous étiez jeune, vous avez commencé à travailler, vous avez commencé à produire du pétrole algérien, lorsque vous pensiez que le pétrole algérien allait être une colonne vertébrale pour l'économie algérienne et non pas seulement et exclusivement le pétrole? Est-ce que le temps vous a donné raison? Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que le pétrole algérien, finalement, était une mauvaise affaire pour l'Algérie? Tout d'abord, bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Effectivement, au moment de la nationalisation des pétroles, on était loin de penser que l'Algérie fera de son pétrole ce qu'elle en fait aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une rente qui est uniquement entre les mains des gens du pouvoir. Et ça a démarré il y a quand même une bonne vingtaine d'années, même plus, 25 ans, que l'on a commencé à voir des détournements énormes. Et depuis l'arrivée d'Abdelaziz Bouteflika au pouvoir, alors là, la corruption a atteint des niveaux jamais atteints auparavant. C'est exponentiel la montée avec laquelle la corruption a grimpé. Et malheureusement, j'ai bien peur que maintenant, ça va être encore pire, parce que maintenant, pour tous les gens autour du pouvoir, pour des raisons purement biologiques, le temps est compté. Et donc, ils vont tout faire pour essayer, dans le laps de temps qu'ils pensent être à leur disposition, essayer de s'enrichir encore beaucoup plus. Et ça, c'est malheureux. Effectivement, le pétrole qui devait procurer le bonheur au peuple algérien ne lui procure plutôt que des malheurs. Évidemment, bon, il y a une caste qui en tire profit. Et voilà où on en est aujourd'hui. Hein. Monsieur Malti, les cours pétroliers mondiaux évoluent à la hausse, surtout après le problème ukrainien et le problème libyen. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour l'économie algérienne? Pour l'économie, oui. Enfin, pour l'Algérie, oui. Bien sûr, il y a des recettes supplémentaires qui rentrent. Mais étant donné que ces recettes ne sont pas utilisées pour le bien du peuple, finalement, ça ne change rien pour le peuple lui-même. Hein. Le pays est riche, oui, mais le peuple est pauvre. Voilà, c'est ça la conclusion, quoi. Monsieur Malti, vous avez déclaré à plusieurs reprises qu'il y aurait, après le 17 avril, le début d'une guerre de clans. Apparemment, ces clans-là qui forment cette mafia politico-financière qui gère l'Algérie se sont bien entendus. On n'est pas en face d'une guerre, mais apparemment d'une gestion loyale des affaires en Algérie. Eh ben, oui, là, j'avais dit qu'il y avait deux possibilités. Soit c'était la guerre ouverte entre les deux clans que l'on a vu apparaître au sein de l'armée elle-même, soit un cessez-le-feu qui dure, bon, effectivement, jusqu'à présent entre eux, et là, au contraire, on va carrément vers la glaciation totale. Hein. Rien ne va bouger, rien ne va changer, d'autant plus qu'on a un président qui est totalement impotent, qui est incapable d'assumer les fonctions présidentielles. Bon, ben, ça ne va pas bouger. Hein. Ce que l'on entend dire ces jours-ci, des tentatives je ne sais pas, de lancer de nouvelles réformes, etc. Enfin, personnellement, je n'y crois pas trop. Hein. Monsieur Malti, le ministre de l'Énergie, Youssef Yousfi, il s'est dit, une fois de plus, confiant dans l'avenir pétrolo-gazier du pays. Il a mis en avant l'expérience d'un grand potentiel dans les hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire le gaz de schiste. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle énergie, Monsieur Malti, à savoir que même en France, l'exploitation du gaz de schiste a été interdite? Bon, d'abord, les chiffres que l'on annonce sont des chiffres purement fantaisistes. Il n'y a absolument aucune étude sérieuse qui a été entreprise qui permet de dire que l'Algérie possède tel ou tel potentiel de gaz de schiste. Donc, tout ce que l'on entend dire, quel que soit le niveau auquel ces annonces sont faites, tout cela, c'est fantaisiste, premièrement. Deuxièmement, bon, du gaz de schiste, il y en a probablement,
néanmoins, il faut le trouver. Pour le trouver, ce sont des sommes énormes qui doivent être dépensées parce que ce sont des techniques particulières qui sont mises en œuvre. Et puis, bien sûr, il y a le fait que ce soit une industrie très polluante, d'autant plus qu'on a des richesses en eau énormes au Sahara que l'on risque de polluer. Et alors là, c'est des milliards de mètres cubes qui vont être pollués. Personnellement, je suis absolument contre cette exploitation du gaz de schiste, mais j'ai bien peur qu'actuellement, comme ils ont de gros problèmes à honorer les contrats avec l'étranger, qu'ils vont tout faire pour mettre quand même en exploitation les gisements de gaz de schiste qui restent encore à découvrir, parce qu'il n'y en a pas pour le moment. Donc voilà ce que l'on peut dire là-dessus. Et ce que l'on constate, c'est que finalement, ceux qui s'intéressent, ce sont bien sûr les compagnies étrangères, et il y en a beaucoup qui veulent prendre l'Algérie pour un laboratoire d'essai. Donc on va tester des techniques, on va tester, et puis on s'en fiche des résultats, que ce soit sur le plan écologique ou sur le plan économique. De toutes les façons, ces compagnies-là sont de passage. Elles viennent, elles passent 5, 6 ans, 10 ans, et puis elles s'en vont. Mais l'Algérie, elle demeure avec ses problèmes. Monsieur Malti, votre supérieur hiérarchique, lorsque vous étiez directeur de production à Sonatrach, à savoir Monsieur Sid Ahmed Ghazali, est plus pessimiste que vous. Il a déclaré au Monde récemment que non, je ne vous parle pas de ce qui se passera dans 20 ans, mais dans moins de 5 ans. Il dit que le déclin des exportations énergétiques algériennes vont créer une réelle bombe. On est à la porte d'une guerre sociale en Algérie, comme l'a connu les autres pays arabes. Est-ce que vous partagez cette idée? Ben oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je viens de vous dire. Je vous ai dit que c'est parce qu'ils ont d'énormes problèmes à satisfaire la demande, satisfaire les contrats qu'ils ont déjà signés. C'est pour ça qu'ils se lancent dans le gaz de schiste. Mais le gaz de schiste, d'abord, il faut des années avant que ce soit mis en exploitation et ça coûte énormément cher. Mais entre-temps, il faudra bien vivre avec ce que l'on a. Or, les réserves actuelles de gaz essentiellement sont en déclin permanent et effectivement dans très peu de temps, 4, 5, 10 ans au grand maximum, l'Algérie ne pourra plus honorer ses contrats de vente et par conséquent après ça c'est la dégringolade, il n'y a pas d'autre conclusion que celle-là. Merci M. Malti, restez avec nous s'il vous plaît. Il y a M. Bouakwir Semir, écrivain qui nous rejoint depuis Paris. Bienvenue parmi nous M. Semir. Merci, sauf que je ne suis pas écrivain. Ah pardon. Voilà. Alors, Vous êtes membre de l'ANC, on me dit. Voilà, ancien porte-parole du FFS et membre de l'ANC. L'Alliance nationale pour le changement. Absolument. Dont fait partie aussi notre deuxième invité, Dr Anwar Haddam. Oui. Monsieur Bouakwir, est-ce que vous estimez que le 4e mandat est une chance pour l'opposition, cette opposition qui retrouve un second souffle en Algérie? Je ne pense pas de l'opposition qui fait partie de l'alliance présidentielle, mais de cette nouvelle opposition. Vous, Dr Anwar Haddam, Dr Mokri, est-ce que vous estimez, le FFS, le RCD, etc., est-ce que vous estimez que ce nouveau souffle démocratique, cette nouvelle opposition, a réellement les cartes en main pour bousculer un petit peu cette mafia politico-financière qui gère le pays? Oui, bon, il faut pas tout mélanger au niveau des. Vous avez cité non, c'était des partis politiques qui travaillaient en parallèle. Oui, alors il faut s'entendre aussi ce qu'on entend par opposition, et opposition par rapport à qui, par rapport à quoi. Voilà, moi je dirais simplement un mot sur l'ANC. L'ANC, ce n'est pas un regroupement d'appareils, mais c'est un cadre politique unitaire, pluriel et démocratique. Voilà, qui s'adresse avant tout aux Algériens, parce que notre conviction au sein de l'ANC, c'est qu'il ne peut pas y avoir de changement, il ne peut pas y avoir de transition sans l'implication des Algériens et des Algériennes, sans la mobilisation large de la société algérienne. Donc nous avons décidé de mettre en place ce cadre, c'est un cadre de lutte, un cadre unitaire, avec des gens qui ont des orientations philosophiques, idéologiques différentes. C'est un pari que nous faisons pour dire qu'il est possible de s'entendre sur un certain nombre d'objectifs communs, à savoir
de mobiliser les Algériens pour imposer le changement, le véritable changement. Donc, contrairement aux autres initiatives qui ont cours en Algérie, etc., nous ne nous adressons pas au pouvoir, nous ne nous inscrivons pas dans l'agenda du pouvoir. Nous disons oui à une transition, mais à une transition, une véritable transition démocratique et non pas un simulacre de transition. Parce que nous allons encore avoir, d'ici quelques temps, un faux dialogue qui va s'installer, il va y avoir des consultations puisque le pouvoir s'apprête une nouvelle fois à réviser la Constitution. Évidemment, il s'agira simplement d'un replâtrage, alors que l'idéal, ça aurait été de faire comme nos frères tunisiens ont fait, à savoir l'élection d'une assemblée constituante. Donc nous allons avoir également des simulacres, de nouveaux simulacres d'élections. Donc nous refusons, nous disons non. Une véritable volonté de changement doit se matérialiser par des actes concrets. Et les actes concrets, c'est d'abord d'ouvrir le champ politique, d'ouvrir le champ médiatique, de libérer l'expression de la société algérienne, c'est-à-dire que les gens aient le droit de se rassembler, de se rencontrer, de discuter, d'organiser des conférences, des meetings, de marcher pacifiquement, sans au préalable avoir à demander une autorisation préfectorale. Monsieur Bouakwir, ne pensez-vous pas que le citoyen algérien ne se retrouve plus dans l'ANC, l'action pour le changement, la coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique en Algérie, le mouvement Rached, le mouvement islamiste, toute cette opposition qui n'arrive pas à se mettre autour d'une table pour un seul objectif. Donc ne pensez-vous pas que tout cela est tellement ambigu pour les citoyens algériens que tout cela finalement devient une victoire pour le gouvernement algérien? Non, mais je ne crois pas. Je crois que ça serait insulter l'intelligence des Algériens. On a tendance à parler d'un peuple qui a démissionné, d'un peuple qui est devenu indifférent à la chose politique. Ben, je ne crois pas. Je crois que notre peuple a de la mémoire, sait très bien qui sont ceux qui se battent réellement pour ses droits et ses intérêts, et ceux évidemment qui mettent en avant des intérêts proprement d'appareil partisans. L'ANC a été créée il y a quelques semaines. Et je crois que c'est une nouveauté dans la pratique politique algérienne, à savoir que des gens différents se rassemblent autour d'un certain nombre de principes et d'objectifs. Je l'ai dit, je l'ai rappelé tout au début, ce n'est pas une addition de sigles, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes libres. Nous voulons bousculer cette espèce de schématisation de la vie politique qui a été imposée pendant des dizaines d'années, je dirais depuis octobre 88, à savoir que dans notre pays, il y a d'un côté les islamistes, de l'autre côté les laïcs ou les démocrates, les nationalistes, c'est-à-dire cette espèce de catégorisation de familles politiques dans lesquelles on a voulu ranger tout un chacun à l'intérieur, que personne ne sorte de là. Nous avons voulu en créant l'ANC, casser cette façon de poser, disons, des schémas artificiels pour configurer à sa guise le champ politique. Nous disons que non, il faut redéfinir tout ce qu'on entend par démocratie, par nationaliste, par islamiste. Nous considérons qu'on peut être tout aussi bien démocrate, nationaliste, et puis considérer que l'islam est un système de valeurs qui participe de la cohésion nationale. Donc nous avons voulu casser cela, et c'est en cela que c'est, je dirais, j'oserais un terme un peu fort, c'est en cela que c'est révolutionnaire dans notre façon d'appréhender la chose politique. Donc c'est un rassemblement large, et nous invitons tous les Algériens à venir intégrer l'ANC. C'est un cadre de lutte, de mobilisation qui ne vise pas à prendre le pouvoir. Nous ne sommes pas un parti politique, donc nous n'aspirons pas à prendre le pouvoir, mais le but, c'est de rassembler les Algériens et les Algériennes pour justement demain imposer le changement et pour remettre l'Algérie sur les rails du développement, parce qu'il n'y a aucun développement, aucune stratégie de développement possible sans démocratie, sans l'application des Algériennes et des Algériens. Merci beaucoup, Monsieur Bouakwir. Samir, vous étiez
à partir de Paris avec nous. Vous êtes membre de l'Action nationale pour le changement. Mille merci pour votre intervention. Monsieur Malti, vous avez utilisé des mots très durs récemment. Vous avez donné une interview à un journal algérien. Vous avez dit que la situation économique est catastrophique en Algérie et vous considérez aussi que la gestion actuelle des affaires est aussi catastrophique parce qu'il y a un manque flagrant de volonté politique. N'estimez-vous pas que le groupe, le clan Bouteflika, a appris la leçon maintenant et que le nouveau gouvernement va s'atteler à un petit peu effacer ces lacunes? Est-ce que vous êtes un petit peu optimiste de retrouver quelques visages connus, le retour aux affaires de Sellel, le retour aux affaires de Ouyahia, etc. Peut-être il y a aussi la possibilité du retour de M. Lakhdar Ibrahimi que vous connaissez très bien. Est-ce que le retour de ces anciens dinosaures va aider un petit peu à retrouver cette volonté politique? Je doute absolument, parce que nous avons malheureusement affaire à un pouvoir qui est complexe. Il y a un président d'un côté, il y a des services de sécurité de l'autre, il y a des généraux au sein de l'état-major qui constituent ce pouvoir et qui sont entourés par toute une mafia d'affairistes, de gens qui ont beaucoup d'argent et qui cherchent à gagner encore beaucoup plus d'argent. Et par conséquent, ils ne sont pas prêts, à mon avis, à partager ni le pouvoir politique, ni le pouvoir économique avec quiconque. Et par conséquent, ils vont continuer dans le même sens et bien au contraire, ils vont avoir tendance à se refermer de plus en plus entre eux. Et je ne crois ni en Sellem, ni en Yahya, encore moins peut-être en Ouyahia. Non, je doute. Lakhdar Ibrahimi, autant que je sache, a renoncé à une fonction politique quelconque. Non, je ne pense pas qu'il y ait un changement quelconque sur le plan économique, malheureusement. Quelle lecture portez-vous, M. Malti, sur la nomination de M. Gaïd Saleh comme vice-ministre de la Défense? Il vient de donner l'ordre à la gendarmerie, fait nouveau en Algérie, de s'occuper des affaires de corruption. Est-ce que c'est une nouvelle dérobade après les déclarations de la justice italienne de poursuivre Bjawi et consorts? C'est possible que ce soit en réaction à cela. Je ne sais pas exactement pourquoi il a décidé ça. Mais je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à penser que tout ça, c'est une pièce de théâtre qu'ils sont en train de jouer pour donner l'impression qu'il y a des règlements de compte sérieux entre eux. Et ça, j'en doute. Moi, je pense que les choses n'ont pas tellement changé, que les gens que l'on considérait, et en particulier le patron du DRS dont on disait qu'il avait été éliminé, non, je ne crois pas. Affaibli, oui, certainement, mais je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de changé. Et quant aux enquêtes, quel que soit l'organe qui serait chargé de mener ces enquêtes, elles n'aboutiront pas. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit le DRS, que ce soit la justice, elles n'aboutiront pas. On ne touchera pas à M. Khalil, parce que si on touche à Khalil, on touche aux frères du président, on touche à toute la famille du président, et par conséquent, on fera tout pour éviter cela, c'est tout. Très bien. Je reviens à vous, docteur Haddam, s'il vous plaît. La coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique s'est réunie récemment en Algérie. Il devait y avoir une réunion très importante le 17 et le 18 de ce mois-ci, mais ils ont reporté cette réunion pour élargir le champ d'action et mettre autour d'une table plusieurs personnalités, le maximum de personnalités. Fait nouveau, dans la présence de M. Ali Jeddi et Kamal Gammazi, deux cadres du Front islamique du Salut. Est-ce que vous saluez cette présence au sein de cette coordination? Estimez-vous que le Front islamique du Salut a son mot à dire, encore une fois, dans cette coordination? Je voudrais, si vous permettez, que je fais une précision qui, je pense, est très importante. L'incertitude que prévaut sur le plan politique et qui alimente les spéculations et les rumeurs les plus folles ne devrait pas masquer l'autre enjeu important aujourd'hui, c'est à savoir l'élaboration d'un modèle de développement digne de ce nom pour notre pays, l'Algérie, qui a trop longtemps gâché son potentiel et ses ressources humaines et naturelles. Et tout ce qui s'est passé depuis 50 ans, finalement, c'est que nous avons vendu tant de ressources naturelles, de pétrole, de gaz,
Et qu'est-ce qu'on a eu en rechange? Rien. Il n'y a pas eu de transfert de technologie, il n'y a pas eu des bases pour avoir une véritable économie de production qui nous permettrait de nous, en tant que peuple, de sortir de cette et de se développer. Donc c'est ça l'enjeu le plus important pour nous maintenant. Il ne s'agit pas d'un parti donné ou d'un groupe donné, mais il s'agit pour le peuple algérien de se libérer de ce système politique et de la manière dont les décisions sont prises, les décisions stratégiques qui sont prises, et qui, depuis plus de 50 ans maintenant, c'est clair qu'elles vont à l'encontre des intérêts stratégiques du peuple algérien. Donc c'est ça l'enjeu le plus important. Donc il est temps, nous rahabna, we welcome, ceux qui depuis plus de 20 ans soutenaient ce pouvoir en place algérien, de ce pouvoir en place militaire qui est venu par un coup d'État contre le choix du peuple algérien. Mais il faut savoir, c'est pas facile, c'est difficile, mais c'est pas impossible de se libérer de cette culture de coup d'État, de cette culture d'exclusion et d'adopter une nouvelle culture inclusive, une nouvelle culture démocratique. Donc, toutes ces initiatives, mais ils doivent montrer patte blanche. Il faut bien comprendre. Il faut qu'il y ait spécifiquement pour cette coordination, dans les médias on parle termement, et nous n'avons rien de personnel contre eux, mais nous souhaitons que réellement tout ce qui va dans l'intérêt du peuple algérien va réussir. Donc, il y a des situations claires politiques, parce que la chose politique est très importante maintenant. La chose politique, ça va de l'intérêt de le développement de notre pays. Docteur Anwar, donc, vous félicitez de la création de ce genre d'opposition, vous vous félicitez de l'existence de cette coordination, vous vous félicitez de la présence de la mouvance islamique, à savoir le Front islamique du salut, il faut le nommer, mais il y a un mais dans vos propos, c'est-à-dire que vous avez dit clairement il faut montrer patte blanche, ça veut dire que si le pouvoir en place ne donne pas son OK pour l'existence de cette coordination, sa lettre resterait lettre morte et le citoyen algérien ne verrait pas de différence en fait. C'est ça ce que vous voulez dire? Non, cette émission est sans détour, donc je m'exprimerai sans détour. Premièrement, la mouvance islamique est plus large que le Front islamique du salut, il court dans mes veines, vous le savez très bien, la ligne originale du fils, j'y adhère toujours. Mais les 3 millions, donc la question n'est pas là, la question, je m'excuse. Docteur Anwar, les 3 millions qui ont voté pour vous, pour le parti, attendez que ce soit le Front islamique du salut qui soit à la base de ces événements, à la base de ce changement. Et là, on entend une nouvelle coordination qui vient de naître, qui accepte, entre guillemets, la présence du fils. C'est ça qui est abracadabrantesque dans le schéma et l'échiquier politique algérien. Je ne pense pas que c'est... vous voyez où est-ce que nous sommes rabaissés à ce que ceux qui sont jusqu'à maintenant, jusqu'à un passé très récent et jusqu'à maintenant, soutiennent le coup d'État contre le peuple algérien en janvier 92. Maintenant, c'est à eux d'accepter ceux qui ont été choisis par le peuple. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. La situation est beaucoup plus profonde, la situation est beaucoup plus grave. Nous sommes rassembleurs, nous voulons dans l'ANC regrouper tout le monde, nous voulons que tout le monde se regroupe. Je me referai. Donc il ne s'agit pas que la coordination, nous voulons un front plus élargi, mais sur des bases claires. C'est ça ce qu'on demande. C'est un grand pas. Le fait que ceux, depuis 20 ans, ont soutenu la dictature en Algérie, maintenant voudraient bien participer à un changement politique. Donc ça, c'est un grand pas. Nous faisons le même pas vers eux, mais il faut que ça soit sur des bases claires. Et c'est pour là, si vous permettez, parce qu'il y a des choses qu'il faut clarifier. Est-ce que nous sommes pour le respect et la défense, pour revoir, parce que c'est ça le fond du problème en Algérie, c'est cette relation civile et militaire. Est-ce que nous sommes prêts tous à ce qu'il y ait une révision de cette relation entre civil et militaire jusqu'à ce que nous ayons un État civil, réellement civil.
qui sera représentatif du peuple algérien dans sa diversité. C'est ça le point essentiel. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur certaines bases. Donc, nous réjouissons pour toute action qui mène, qui aidera vers ce changement tant souhaité. Et nous serons tous amenés à nous mettre tous d'accord actuellement, parce que c'est le seul moyen. C'est lorsque toutes ces coordinations et toutes ces alliances se mettent d'accord sur un plan d'action commun, c'est le seul moyen pour peser sur le rapport de force qui obligera le pouvoir en place, qui a eu cette, j'arrive pas à trouver l'adjectif correct ici, à se permettre de dire que ce président-là absent a été élu à 82% en 2014. Donc, il faut qu'il y ait un rapport, il faut peser sur le rapport de force qui nous permettra justement à aller vers un changement pacifique comme ça. Tout le monde sera présent. Et une fois qu'on a ça, une fois que le peuple algérien tout entier, tous ceux qui ont été dilapidés de leurs droits civils et politiques, et que nous rétablissons toutes les libertés, la justice sociale, le karama de tout le peuple algérien. À ce moment-là, le peuple algérien lui-même, dans sa diversité, aura le droit de s'organiser. Et évidemment, le fils sera présent. C'est pas un problème. Mais il faut avoir des priorités maintenant. Il faut être rassembleur, il faut parler des choses concrètes. Et c'est ça la ligne originale dans laquelle je m'inscris. Très bien. Je reviens à vous, Monsieur Malti. Vous avez écouté mon invité, Dr Anwar Haddam. Il est très difficile maintenant de trouver un consensus au sein de l'opposition en Algérie. Vous avez parlé de manque de volonté politique en Algérie. Razi Heidoussi, l'ancien ministre de l'économie et des finances en Algérie, nous a déclaré lors d'une de ses émissions de son détour que l'Algérie allait produire du pétrole algérien, mais que cette production allait lui coûter beaucoup plus cher parce que les États-Unis lui ont imposé de la construction d'oléoducs et de pipelines qui coûtent énormément cher. Est-ce que vous estimez que l'Algérie s'est immiscée dans un rocambolesque business plan avec les États-Unis et que ce choix-là va s'avérer catastrophique pour l'Algérie? Si vous permettez, avant de répondre à cette question, je voudrais juste faire un petit commentaire sur l'action de l'opposition. Bien sûr. Pour moi, actuellement, cette élection présidentielle est un non-événement. Et tout ce que propose ce pouvoir, c'est de la comédie, ce sont des propositions juste, comme on dit, pour amuser la galerie. À mon avis, l'opposition devrait ignorer totalement cela et s'organiser elle-même de son côté et essayer de constituer le plus grand regroupement possible, pas uniquement l'ANC, mais inclure d'autres forces et s'organiser et proposer son propre programme. Parce qu'avec ce pouvoir ne respecte que la force. Et si vous vous présentez en force devant lui, alors là, il sera disposé à négocier avec vous. Si est-ce que vous appelez, M. Malti, telle ou telle proposition de modification de la Constitution va changer quelque chose, là, vous vous trompez complètement. Bien au contraire, il s'arrangera pour dire que c'est un succès plutôt pour lui. Il a réussi à entraîner l'opposition dans telle ou telle direction. Est-ce que si j'ai bien compris vos propos, M. Malti, est-ce que vous appelez à la création d'un gouvernement de transition comme l'ont fait les Syriens et les Libyens il y a quelques années? Oui, mais à condition de pouvoir l'imposer. Parce que c'est facile de dire un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition, il y a un gouvernement en place. Allez, je vous dis, si vous voulez imposer quelque chose, si vous voulez imposer un gouvernement de transition, bien sûr que l'idée est bonne, mais encore faut-il qu'elle soit acceptée, qu'elle soit... Or, ce pouvoir, je vous dis, n'acceptera une proposition quelconque que si vous vous présentez en force devant lui et s'il sent que vous représentez effectivement une force. Alors là, il acceptera un gouvernement de transition, il acceptera une nouvelle assemblée constituante, il acceptera un tas de choses parce que pour lui, ce sera une voie de sortie pour sa propre protection. Voilà mon point de vue là-dessus. Maintenant, pour en revenir aux questions purement pétrolières, ce que proposent les Américains,
Les Américains ont besoin du pétrole algérien comme ils ont besoin de pétrole un peu partout à travers le monde pour deux raisons. D'abord, pour leur propre économie et deuxièmement, parce qu'ils veulent s'opposer entre autres à la Chine qui devient une grande puissance pétrolière. Donc, les Américains cherchent à élargir leur champ de domination, enfin les pays dans lesquels qu'ils vont dominer. Maintenant, qu'une compagnie américaine vienne et dépense de l'argent, je doute. Je doute qu'elle vienne simplement pour les beaux yeux des Algériens. Ils n'exploiteront que dans la mesure où c'est une opération rentable pour eux. Hein. Donc, moi, je ne crois pas trop que ça leur reviendrait plus cher que le prix auquel ils le vendraient, ce pétrole. Donc ça, je n'y crois pas trop. Monsieur Malti, une dernière question, s'il vous plaît. Vous avez déclaré récemment qu'il y aurait 5 à 10 milliards de dollars qui partaient dans les poches de la nomenclatura, rien que dans le secteur énergétique. Ce sont des chiffres effarants pour un pays comme l'Algérie. Au moins, oui, bien sûr. Bien sûr que ce sont des chiffres effarants. Quand vous savez que les recettes pétrolières de l'Algérie, c'est entre 70 et 80 milliards de dollars par an. Or, notre mafia politico-financière là-bas, elle ne se satisfait pas de petits pourcentages. Hein. Multipliez ça par 10%, ça vous donne déjà 7 à 8 milliards de dollars par an. Non. Et ça, c'est uniquement les ventes de pétrole. N'oublions pas tous les contrats de construction, tous les contrats pour achat de matériel, de services, etc. Bon, c'est des sommes faramineuses qui sont détournées. Monsieur Martin, une dernière question si vous le permettez. Vous avez parlé tout à l'heure que ce pouvoir en place ne peut céder que s'il y a réellement une forte opposition. Cette opposition doit se présenter en force devant ce pouvoir. Quels sont les éléments qui permettront à cette opposition d'être forte d'après vous? D'abord et avant tout l'unité. Ça, c'est la condition sine qua non. Il faut une opposition unie et qui se présente avec son propre programme, qu'elle ignore le programme présenté par le pouvoir. Et là, elle pourra se faire respecter par le pouvoir. Bon, l'union, c'est la base de tout, bien entendu. Monsieur Hussein Malti, vous étiez directeur de production à Sonatrach. Vous êtes aussi l'auteur de l'histoire secrète du pétrole algérien. Ce fut un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Mille merci. Docteur Haddam, notre invité Hussein Malti connaît très bien le système économique en Algérie, connaît très bien le milieu des énergies et de l'hydrocarbure. Il parle de 10 milliards de pots de vin en Algérie. C'est des sommes astronomiques pour un pays où actuellement il y a encore des jeunes qui n'ont pas d'emploi, il y a encore des jeunes qui s'immolent et qui n'ont plus d'avenir ni d'espoir. Oui, effectivement, il y a actuellement, c'est très difficile de délimiter le degré de la corruption parce que c'est un régime fermé et corrompu. Il n'y a pas de checks and balances, il n'y a pas de commission indépendante pour... enfin, les institutions constitutionnelles sont bloquées. Il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de haute cour pour les affaires économiques, etc. Donc ça pourrait être plus grave actuellement. Et c'est pour ça que l'enjeu le plus important, c'est comment c'est permettre au peuple algérien de le libérer afin qu'il s'organise. Les citoyens s'organisent en partis politiques réels et qui peuvent avoir des modes de développement qui nous permettraient de sortir de cette situation et de profiter de nos ressources naturelles et humaines actuellement. Pour la question parce que c'est ça l'enjeu maintenant. Le plus important, c'est comment réussir cette transition démocratique vers un nouveau système politique. Et comme je l'avais dit, comme c'est Malti l'a dit aussi, c'est qu'il faut peser sur le rapport de force. Et le seul moyen, c'est d'avoir un front élargi de tous ces... C'est bon que les Algériens respectent maintenant, c'est bon que les Algériens s'organisent, mais il ne faut pas tomber dans le piège de nous créer aussi des khanadir des puits et rester enclavés. Nous voyons que afin qu'il y ait que l'on pèse sur le rapport de force entre le peuple algérien et ceux qui
qui sont au pouvoir, c'est de vouloir agir et nous rassembler au-delà des clivages idéologiques, des linguistiques ou politiques, en vue d'un changement global, réel et effectif du système politique. Il faut qu'il y ait une coupure avec la façon dont les affaires sont gérées. Il faut se débarrasser de cette culture de coup d'État ou d'appel à l'armée pour régler les affaires politiques. Donc, il faut rejeter ça. Il faut que nous tous, nous voulons bâtir un État de droit basé sur un large consensus entre tous les Algériens et les Algériennes. C'est ça l'enjeu maintenant. Et à partir d'un nouvel État, une nouvelle constitution, rebâtir la scène politique algérienne, et ça va de soi que toutes les tendances auront le droit. C'est un droit de s'organiser en partis politiques dignes de ce nom et qui pourront faire cette compétition pour répondre aux intérêts du peuple algérien dans sa diversité. C'est ça l'enjeu le plus important, je pense. Docteur Haddam, je pense que le choix du nom ANC n'est pas fortuit et que c'est un clin d'œil à un grand homme africain, Nelson Mandela. Est-ce que vous estimez pouvoir partager toutes ces idées, toutes ces actions, jusqu'à aller à la réalisation de la réconciliation nationale en Algérie, pardonner tout le monde? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait une amnistie fiscale et morale en Algérie pour faire table rase de tout ce qui s'est passé? Ce qu'il faut, et d'ailleurs, ça n'a pas été fortuit que nous avons utilisé franchement le nom de l'ANC parce que nous respectons ce peuple valeureux sud-africain, même dans sa façon de gérer sa tragédie noire. Il faut qu'il y ait une commission de Truth and Reconciliation, de vérité et de réconciliation. Il faut qu'il y ait un large front. L'ANC, le front démocratique dont l'ANC faisait partie actuellement, et était un front de plus de 700 organisations sud-africaines. Et c'est ce qui a pesé. Pour qu'il se débarrasse du système de l'apartheid. Donc, c'est très possible. Le peuple algérien peut. Il nous a montré dans l'histoire. Le peuple algérien, la culture de diversité est enracinée dans sa culture politique. Rien qu'en prendre récemment, vers les années 30, 1936, lorsque cette délégation diverse, y compris le mouvement islamique qui était représenté dans le temps par Jami'at al-Ulama, ils sont tous allés ensemble pour défendre les intérêts du peuple algérien. Il y a eu 54. Toutes les tendances se sont regroupées au sein du Front de libération nationale. Il y a eu les accords de Rome, où toutes les tendances se sont rencontrées pour trouver une solution politique et pacifique. Et maintenant, nous appelons à tout le monde. C'est pas que nous les appelons à venir dans l'ANC. Non, parce qu'il fallait s'organiser, il fallait se définir, mais elle ne nous appartient pas. Et c'est ça, actuellement, l'un des mâles de la chose politique en Algérie, c'est que tous ceux qui prennent des initiatives, qui créent des partis, ils restent à vie en tant que chef de ces partis. Ça ne marche pas comme ça en politique. Le parti politique, le programme politique appartient à ceux qui l'adoptent. Il faut qu'il y ait si on appelle à une démocratie, si on appelle à tadawr al-sulta, il faut la pratiquer nous-mêmes au sein de nos propres organisations. C'est pour ça que nous avons été clairs au sein de l'ANC que nous, ceux qui ont créé cette organisation, on ne demande pas que ça soit pour nous. Elle pourra être dirigée par d'autres personnes, etc. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'être ouvert. C'est de se marquer. Nous sommes ouverts à tout le monde, mais il faut que ça soit clair. Le peuple algérien n'est pas dupe. On sait ce qui se passe en Algérie et on ne veut pas créer un chaos. Ça aussi, c'est très important. Il s'agit d'aller doucement. Ça, il aller doucement, mais sûrement, Inch'Allah. Essayer d'avoir tout le monde ensemble. Il faut que nous acceptons, il faut qu'on accepte cette diversité. Nos sociétés au XXIe siècle sont de plus en plus diverses. On ne peut pas avoir cette culture d'exclusion. Donc il faut qu'il y ait, et après tout le monde s'organiser pour avoir une constitution qui soit réellement représentative du peuple algérien dans sa diversité. Et à ce moment-là, avoir une nouvelle république, Inch'Allah, avec de nouveaux partis politiques, avec de nouvelles élections. Docteur Haddam, s'il vous plaît, dernière question, permettez-moi. Oui. Est-ce que Docteur Haddam et l'ANC font du lobbying aux États-Unis, sachant que Obama, c'est le gendarme actuellement dans le monde, et on connaît son influence sur le pouvoir en place en Algérie. Est-ce que vous faites pression sur les États-Unis pour qu'ils mettent aussi pression sur le pouvoir en place pour
essayer de changer les choses en Algérie, respecter les libertés individuelles, liberté de la presse, etc. Le président américain a envoyé une force militaire au Nigeria pour retrouver les 200 filles kidnappées par le mouvement Boko Haram que les mouvements islamistes n'ont pas condamnées. Est-ce que vous estimez pouvoir influencer les États-Unis pour qu'il y ait un réel changement démocratique en Algérie? Bien sûr, j'ai existé avant l'ANC. Donc, en tant qu'ANC, nous sommes en train d'élaborer une charte qui va définir nos relations et qui va avoir un plan d'action commun. Et à partir de ce plan d'action commun, ça va être, comme nous l'avons dit dans notre appel du 27 avril dernier, ça va être déclaré, enfin mis publiquement avant la fin de ce mois-ci. Bien sûr, ça fait partie de notre action. Pratiquement, nous aurons besoin d'une mobilisation citoyenne, nous aurons besoin d'une action politique envers tous nos partenaires politiques en Algérie et bien sûr avec les partenaires de l'Algérie, de l'extérieur et les États-Unis. Et d'ailleurs, la déclaration d'hier ou d'avant-hier de l'ambassadeur des États-Unis à Alger, qui est d'ailleurs, il faut comprendre le système politique américain, la décision politique, le point de contact, il faut comprendre ça, avec l'administration américaine, c'est l'ambassadeur américain à Alger. Donc, et nous sommes vraiment, personnellement, et dans mon groupe, le Mouvement pour la liberté et la justice sociale, nous sommes un peu perplexes par ces dernières déclarations, déclarant qu'il y a eu des observateurs en Algérie et qui ont vu que c'était des élections libres. C'est une déclaration qui n'est pas responsable, à notre avis. Cela veut dire, ça va discréditer l'administration américaine si elle veut aider sans intervenir, parce que nous sommes contre toute intervention étrangère dans les affaires de notre pays, si elle veut aider à cette transition démocratique. Il a dit aussi qu'il était concerné, qu'il était satisfait des réformes administratives, je lis ce qu'ils avaient dit, et gouvernementales. On se demande de quelle réforme il parle, sur quelle planète il est en train de vivre cette personne. Ça, c'est très dangereux. Cela veut dire soutenir le status quo. Nous, en tant qu'opposition, nous devrons faire le devoir d'éducation, de montrer exactement quelles sont ces réformes dont le pouvoir en place est en train de proposer. Et d'ailleurs, ce n'est pas fortuite que Yahya a déclaré qu'il va faire ce contact au début juin, après que cette coordination fait son mouvement. Donc, nous avons vraiment des préoccupations. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'ils ont l'accord des États-Unis pour la continuation du pouvoir en place en Algérie? Cela veut dire continuation de la corruption, cela veut dire continuation d'un mode de développement qui n'a que de nom. Parce qu'il n'y a pas de développement en Algérie, c'est une économie de rente, et c'est contre les intérêts stratégiques de notre pays. Notre sécurité nationale est en jeu. Il a même déclaré qu'il voudrait bien qu'il y ait des bases, alors qu'il y a une base militaire en Algérie actuellement des États-Unis, et il veut qu'il y ait un truc en commun pour surveiller nos frontières. Nous avons une armée c'est une entreprise de plus de 300 milliards de dollars. Les Algériens doivent comprendre cela. Nous avons une armée très forte, mais elle est mal dirigée. Merci beaucoup. Je suis désolé, docteur Anwar Haddam, merci beaucoup pour votre présence et vos éclaircissements. Vous êtes président du Parti Liberté et Justice. Vous étiez avec nous depuis New York. Vous êtes aussi membre de l'ANC, l'Action nationale pour le changement. Mille merci pour votre présence parmi nous dans ce numéro de Son Détour. Merci à vous, mes très chers téléspectateurs, pour votre soutien et votre présence parmi nous. C'était Son Détour et c'est fini. Après, la khair fi amanillah.